Merci beaucoup. On est très content. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour plein de raisons. Je vais vous expliquer. J'avais laissé quelques petites slides avant. Voilà, si on peut juste. Voilà, je m'appelle Bernard Montel, je suis directeur technique EMEA de Tenable. Comme me disait François, tenable en français, c'est pas. Donc on va rester sur Tenable. Notre domaine d'activité, c'est ce qu'on appelle la gestion des vulnérabilités au sens très large du terme. On est donc expert en cybersécurité. Je suis venu en force, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je suis ravi à plusieurs titres. D'abord, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une conférence avec des gens en face de moi. D'accord, j'allais vous demander est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien, est-ce qu'on fait tous en Zoom d'habitude. Voilà, donc j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Vous voyez pas les slides, mais ça devrait pas tarder. Voilà, et donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous présenter un petit peu l'agenda, expliquer un petit peu, avant de rentrer directement dans le vif du sujet d'infrastructure as code, et pourquoi d'ailleurs une société comme Tenable, nous nous sommes intéressés à ce sujet. Parce qu'on vient, comme je vous le disais, de la gestion des vulnérabilités. Alors, qui sait ce que c'est que la gestion des vulnérabilités? Est-ce que ça vous parle? Quelques personnes, 3, 4. Donc, j'ai bien fait de le mettre à l'agenda quand même. Donc, voici ce dont je vais vous parler. D'abord, justement, notre métier. Donc, la gestion des vulnérabilités. Je pense que déjà, dans le terme français, vulnérabilité, vous avez à peu près compris ce qu'on fait. Évidemment, je vais vous parler d'infrastructure as code, comme l'a demandé François, parce qu'on s'est vu il y a quelques mois, il m'a dit « ça serait bien que tu en parles ». Et puis derrière, cette notion de shifting left, vous allez comprendre ce qu'on fait à droite pour que je vous explique pourquoi est-ce qu'on regarde sur la partie left, donc sur la partie code. Voilà, je vais juste avancer. Alors juste avant de démarrer dans le vif du sujet, quel lien y a-t-il entre ces trois images ? 1997, pour certains d'entre vous, les téléphones des très vieux GSM et la SNCF. Bon, c'est très personnel, donc vas-y si tu peux avancer, merci. Bien voilà, moi aussi j'étais développeur il y a très longtemps et je faisais du C++, mais j'utilisais ça, donc Visual Studio 97 pour ceux qui l'ont utilisé. Voilà, donc même si aujourd'hui je suis plutôt dans ce qu'on appelle le monde de la cybersécurité, pendant quelques années j'étais à votre place et j'ai fait aussi beaucoup de développement. Et j'ai développé dans les GSM sécurisés de la SNCF à cette époque. Voilà, c'est juste la petite aparté pour vous expliquer que je sais ce que c'est que du code et j'ai pendant quelques années fait du développement. Voilà, c'était tout sur moi. Rentrons sur l'agenda et t'embête pas, je vais le faire. Merci beaucoup. Alors, dans la sécurité, pendant longtemps, on a eu un métier qui était de faire ça, de protéger le château fort avec ce qu'on appelle des actifs, des assets, et qui était assez simple à l'époque, puisqu'on avait un périmètre avec des serveurs, des laptops, du réseau. Et tout ce qui était à l'extérieur, il fallait le protéger. Et surtout, ce qu'il fallait faire, c'est faire en sorte que ce périmètre-là, cette infrastructure, eh bien, on ne puisse pas pénétrer dans cette infrastructure. On a toujours le même besoin, c'est toujours notre métier, de faire en sorte que des gens malveillants, des groupes malveillants, des hackers, peu importe comment on les appelle, ne rentrent pas et aillent chercher des données dans une infrastructure. Mais cette infrastructure en tant que telle, elle a beaucoup évolué. D'abord avec une évolution sur la partie identité. D'accord ? On a toujours un Active Directory dans les entreprises, mais cette identité, elle est de plus en plus volatile, elle est de plus en plus à l'extérieur aussi du périmètre traditionnel du château fort qu'on devait protéger et qu'on protège toujours d'une certaine manière. La deuxième chose qui a évolué dans l'architecture qui nous concerne, vous allez me dire mais c'est où l'infrastructure as code, tout ça là, bon, on va y venir, hein, vous inquiétez pas, il y a un agenda. Il y a également un réseau industriel dans certaines des entreprises. J'ai croisé quelqu'un tout à l'heure de RTE, c'est une entreprise voilà, où il y a aussi pas que de l'informatique traditionnelle, il y a aussi de l'informatique industrielle, et c'est aussi un nouveau paysage dans le périmètre. Mais plus récemment, on a fait évoluer beaucoup les applications vers des web apps, sur du mobile et l'apparition il y a quelque temps de machines virtuelles, ce qui a aussi changé beaucoup la donne pour nous, experts en sécurité. Et encore plus récemment, alors le récemment, tout dépend de l'usage que l'on a de ces technologies très récentes où il y a déjà quelque temps, avec du cloud et des containers. Donc,
En quelques mots, en fait, cette infrastructure, pour nous, par rapport à notre métier, elle s'est fragmentée. Et dans notre métier, on utilise un autre jargon qui s'appelle la surface d'attaque. Parce que quand on gère de l'infra et quand on va devoir déployer des applications sur telle ou telle partie de l'infrastructure, il faut savoir que chaque fois que vous déployez une application, pour les gens malveillants qui sont en face, c'est une partie de la surface d'attaque qu'ils essaient de pénétrer. Donc ces deux termes-là sont sans arrêt utilisés par nous, experts en cybersécurité. C'est où est l'infra et donc quel est le pendant sur la surface d'attaque. Alors justement, le métier de Tenable, il est articulé autour de ce thème que j'ai abordé aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la gestion des vulnérabilités. Pour les quelques-uns d'entre vous qui connaissent ce sujet-là, on parle souvent de ce qu'on appelle des CVE, d'accord ? C'est-à-dire tout simplement des vulnérabilités connues, qui ont d'ailleurs un numéro, une terminologie, qui sont tous partagés dans une base de données mondiale, que l'on partage, mais qu'il faut aller découvrir. Mais il n'y a pas que des bugs qui font que quelqu'un de malveillant va rentrer dans un système. Il peut y avoir des problèmes de configuration, il peut y avoir des problèmes de politique, il peut y avoir des problèmes liés à des patchs qui n'ont pas été mis à jour. Il peut y avoir aussi des problèmes liés à des identités ou des contrôles d'accès qui ont mal été positionnés. Donc il y a tout un certain nombre de types de vulnérabilités. On peut les rassembler en 3 types. Software, un bug, quelque chose qui a mal été positionné à un moment donné. Problème de configuration et problème de contrôle d'accès. À gauche, il y a des menaces. Je pense qu'il y a quelques années, quand il y avait une attaque, vous vous souvenez peut-être de Sony qui avait été attaqué il y a quelques temps, ça avait fait quasiment la une de tous les journaux. Aujourd'hui, si on devait faire la une à chaque fois qu'il y a une attaque, c'est plus un journal qu'il nous faudrait, c'est une pile. Ça serait bien pour toi, François, mais bon, là-dessus, il y a beaucoup de types de menaces. Aujourd'hui, et je vais vous présenter quelques éléments liés à l'actualité. On entend tous parler de ransomware, rançongiciel, d'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Et puis à droite, ces groupes malveillants, ils essayent d'avoir des cibles. Ils prennent des données, ils chiffrent des données. Peu importe finalement la finalité, les scénarios sont toujours le même. Alors nous, ce qu'on essaie d'apporter en fait à nos clients, c'est de découvrir ce qu'on appelle des chemins d'attaque. Ce que vous voyez ici avec ces flèches, c'est qu'un ransomware, il va utiliser tel ou tel type de vulnérabilité pour essayer d'aller chercher dans des applications, dans des bases de données, et pour les chiffrer. Mais à chaque fois, quel que soit le type de menace, on va utiliser N vulnérabilités dans les systèmes pour cibler telle ou telle donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle des chemins d'attaque. Notre métier chez Tenable, c'est d'apporter des solutions pour expliquer à nos clients quels sont ces fameux chemins d'attaque. Et si on les aide à les découvrir, à eux de les fermer, de telle sorte que justement les groupes malveillants ne puissent plus rentrer par telle ou telle porte ouverte. Alors quelques éléments par rapport à l'actualité. En 2021, alors on a fait un rapport, on le fait chaque année, d'accord ? Quelques éléments pour vous donner un petit peu le spectre de ce qui se passe dans ce domaine. On a à peu près un peu plus de 480 brèches de données publiques, ce qui veut dire qu'il faut rajouter à peu près 20% pour celles qui n'ont pas été publiées. Donc ça, c'est ce qu'on a pu nous observer, ainsi que d'autres, sur l'année 2021. En Europe, en EMEA exactement, Europe étendue, on va dire, les 3 grands domaines d'activité qui ont été ciblés sont le domaine de l'éducation, beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de solutions d'éducation qui ont été utilisées pendant les différentes phases de confinement. D'accord ? Donc plus un système est utilisé, plus les gens qui veulent l'attaquer, plus les gens veulent l'attaquer. Des cibles gouvernementales, ça c'est 2021. Sans faire de commentaires ou quoi que ce soit de l'actualité, il y a beaucoup de cibles gouvernementales en ce moment qui sont attaquées, c'est évident. Et puis le domaine de la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais les données de santé sont des données extrêmement sensibles. Et qui dit données sensibles dit extrêmement monétisables par les gens qui vont les attaquer. Et enfin, aujourd'hui, les ransomware, donc le fait d'avoir un logiciel malveillant qui va chiffrer de la donnée et va demander une rançon pour donner la clé pour que cette donnée soit déchiffrée, représente à peu près 45% des attaques. Donc c'est un chiffre important et qui est en grosse évolution. On voit 2 types d'attaques également que vous voyez en bas. Des attaques sur la chaîne d'approvisionnement physique, d'où les données de santé, d'où par exemple des attaques qui ciblent des
stations-service ou des distributeurs au sens Carrefour et autres. Attention, j'ai donné aucune marque, mais c'est juste un exemple. C'est juste l'exemple que j'avais en tête à ce moment-là. Et puis, le dernier point qui nous intéresse, c'est la chaîne d'approvisionnement logiciel. Et là, on va en parler. D'accord ? Donc, justement, le premier exemple en date d'attaque sur une chaîne d'approvisionnement logiciel, qui a déjà entendu parler de cette fameuse compromission, puisque ce n'est pas vraiment une vulnérabilité, c'est une vraie compromission, c'est les mêmes mains que tout à l'heure. Le logiciel s'appelle SolarWinds. C'est une technologie, d'accord, peu importe ce qu'elle fait. Le groupe d'attaquants a compromis un patch, c'est-à-dire le morceau de logiciel le plus qu'on croit nous fixer justement les problèmes de sécurité. D'accord, donc c'est très pernicieux, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés, ils ont pénétré la société SolarWinds, ils ont compromis le patch, et du coup tout le monde a mis à jour son logiciel, et tout le monde s'est retrouvé avec une version du coup qui était vulnérable. D'accord, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est assez nouveau ce type d'attaque, mais ça montre en fait la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement logiciel. D'accord, et on va en parler. Ça a été en fait une cible, cette technologie-là, mais des centaines, voire des milliers, j'ai été peut-être un peu... c'est vraiment des milliers d'attaques. Et c'est ce que nous on appelle un effet domino, c'est-à-dire qu'en fait il y a une attaque qui va ensuite avoir un effet qui va se propager sous la forme d'un effet domino. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. La dernière en date, c'est celle-ci. Là, je pense que tout le monde en a entendu parler. Qui n'en a pas entendu parler ? Une personne. Alors, je vais vous expliquer. Log4j, à nouveau, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais développeur, c'est une librairie de développement Java qui permet de gérer les logs des applications Java. Donc avec Log4j, vous avez fait du log. Alors par ailleurs, avant d'être chez Tenable, j'étais dans une autre société où pendant quelques années, j'ai fait de la gestion de logs. Donc quand cette vulnérabilité est sortie, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les développeurs, ils ont fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Ils ont voulu enrichir les logs, en fait. Ils ont voulu mettre en place une capacité qui permet de dire, tiens, cette adresse IP, je ne sais pas ce que c'est, je vais faire un call vers un annuaire, un DNS ou un annuaire LDAP pour me donner plus d'informations sur l'information qu'il n'y a pas dans la log et pouvoir l'enrichir. Au départ, c'est une bonne idée. Ça permet justement d'avoir une librairie qui me permet d'appeler une autre application et qui me permet d'enrichir les données directement en mettant des lignes de commande. Sympathique. Mais, ce qui s'est passé, c'est que du coup, eh bien, cette ligne de commande, on pouvait directement la mettre dans n'importe quel appel qui allait se transformer en log. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça s'appelle Log4Shell. Alors, dans notre jargon, à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité, on lui donne un petit nom qui est souvent lié justement au logiciel en question. Donc, Log4j, c'est la librairie, Log4Shell, la bibliothèque, la librairie. Log4Shell, c'est le nom de la vulnérabilité. Donc, nous, experts en sécurité, on appelle ça Log4Shell parce qu'on peut du coup faire accéder à un shell via une technologie, donc là, cette fois-ci, une librairie. Donc, les personnes qui savent exploiter, et c'est extrêmement simple, vont, par exemple, se loguer dans une application en mettant les bonnes commandes, vont loguer cette commande-là et paf, vont se retrouver avec un shell. Donc là, c'est plus un effet domino. Le problème, c'est que cette librairie, elle est déployée partout et on ne sait pas où elle est. Donc, vous voyez le challenge en termes de pour retrouver ce type de vulnérabilité dans quelle application. Certaines applications, on ne sait même pas qu'ils utilisent le Log4j. Et d'autres, évidemment, c'est connu parce qu'il y a un catalogue d'applications où il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont dit « Moi, je l'utilise, j'ai mis un patch, c'est bon, la nouvelle version est plus vulnérable. » Donc là, on est plus dans une logique virale, d'accord, avec un déploiement qui est beaucoup plus pernicieux que la partie domino, qui est vraiment un déploiement extrêmement fort. Voilà, quelques exemples. Donc, on considère qu'il y a à peu près 3 milliards d'équipements qui utilisent Java. Et ça a été découvert, alors peut-être je me trompe peut-être, mais je crois que ça a été par des gens qui jouaient à Minecraft et qui à un moment donné se sont retrouvés à essayer cette combinaison-là et paf, ils ont eu accès au serveur qui était derrière. D'accord ? Voilà, quelques exemples. Alors, qu'est-ce que nous, on essaie d'apporter ? De quoi on a besoin dans ces cas-là ? On a besoin d'avoir une visibilité sur cette fameuse surface d'attaque.
On a besoin de comprendre si sur la surface d'attaque, il y a des assets où d'un coup, le drapeau devient très très rouge, ou bien si on est sur un niveau qui est correct. Donc pour cela, en fait, on doit répondre à 3 questions. La première question, c'est quelles sont les ressources exposées? D'où la complexité d'ailleurs avec la partie Log4j. La deuxième, c'est comment gérer les priorités. Si j'ai d'un coup une centaine de vulnérabilités aujourd'hui, et je dois appliquer des patchs, je pense que j'aurais pas assez de 24 heures pour pouvoir le faire. Comment je fais? Et la troisième, c'est évidemment comment est-ce que je ne réponds pas de manière ponctuelle. Il y a une vulnérabilité qui sort, je regarde si elle m'intéresse, je la patch, et sans cesse, je dois faire ça. Mais de le faire de manière continue, en réduisant ce travail-là, et en n'ayant pas à le faire de manière linéaire. Alors pour ça, en fait, justement, c'est comme ça qu'est arrivé ce fameux domaine dans lequel Tenable aujourd'hui est leader, c'est le domaine de la gestion des vulnérabilités. Comment on les gère? Alors, au tout début, on a fait des scans. D'accord? Donc, on a une technologie qui s'appelle Nessus, qui a d'ailleurs été créée par un Français, qui s'appelle Renaud de Raison, il y a une vingtaine d'années, et qui a dit, c'est très simple, je vais scanner mon réseau, et je vais voir s'il y a des vulnérabilités que je connais. Et donc, si elles connaissent, je vais dire, c'est bon, voici la liste de ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est vraiment une approche traditionnelle. Certains de nos clients font encore ça, mais c'est plutôt prendre une photographie. D'accord? Donc c'est bien, mais ça reste, ce que je disais, linéaire. Je vais faire un screenshot, et souvent, en fait, nos clients font ça, s'ils ont une maturité qui est assez traditionnelle, lorsqu'ils mettent en place une nouvelle application. Ils déploient une nouvelle application, vous la développez, à un moment donné, elle a un cycle de pré-production, et puis après, elle va passer en production. Et avant qu'elle passe en production, je vais scanner pour voir s'il y a des vulnérabilités. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Okay. Mais évidemment, comme on en a de plus en plus d'applications, et donc de plus en plus de vulnérabilités, on ne peut plus les gérer. Donc déjà, pour répondre à cette problématique-là, mais également pour avoir une approche beaucoup plus, je dirais, intelligente, on a abordé cette notion-là par les risques. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment, aujourd'hui, si vous parlez avec des gens qui font de la cybersécurité, on ne fait plus de la cybersécurité en essayant de protéger le château, on va faire une approche par les risques. Qu'est-ce qui est risqué pour mon métier? Qu'est-ce qui est risqué en termes d'application? Est-ce que cette application, par exemple, elle a des comptes qui sont à privilège? Ou bien cette application, elle est sur mon chemin critique, métier? Alors je vais commencer par celle-ci, et c'est cette approche par les risques. Et aujourd'hui, on est dans la 3e génération, où il faut qu'on soit capable d'aller identifier cette surface d'attaque, peu importe là où elle est. Et aujourd'hui, elle est à plein d'endroits. Elle est dans le cloud, elle est dans des applications traditionnelles, elle est chez des partenaires, et elle est également, et on va le voir aujourd'hui, dans le code. D'accord? Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'exposition cyber, c'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer qu'on a un château et tout ce qui est en interne est ça va, et puis tout ce qui est externe, ça va pas. Log4j en est un exemple. Même des applications qui n'étaient pas exposées sur Internet étaient vulnérables et on pouvait pénétrer dans ces applications-là. C'était la première partie. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a 20 ans, quand moi j'étais développeur, alors un peu plus maintenant, 20 et quelques années, eh bien, on avait des cycles de développement qui étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. D'accord? Quand on mettait en place l'application sur les GSM, je pense que j'avais à peu près 2 releases par an maximum. Okay. On mettait 6 mois, 8 mois, et quand c'était moins de 6 mois, ça veut dire qu'on avait fait un travail fantastique pour mettre en prod une application. Et quand on mettait en prod une application, j'ai également travaillé chez Renault, pendant 4 ans. Et je me souviens, il fallait qu'on commande un serveur. En fait, il fallait qu'on en commande 3. Il fallait qu'on commande un serveur de développement, un serveur de pré-production et un serveur de production. Et c'était des vrais serveurs. C'est des trucs comme ça, là, des racks. On appelait ça des frigos. Et il fallait les mettre dans le data center. Donc le temps de la commande, le temps que les serveurs arrivent, qu'on puisse les racker, qu'on leur donne une adresse IP, qu'on installe l'OS, etc. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, je pense que vous savez ça. Donc on avait en fait un cycle. Déjà, on était sur des machines physiques, il n'y avait rien d'autre. Et sur chaque machine, il y avait une application. Ça en fait sourire certains, mais c'était ça. Voilà. Et quand moi je faisais du code, il y avait quelqu'un à côté qui faisait de la revue de code.
d'accord, qui me disaient tiens, ça il faut corriger, et on avait des cycles comme ça qui duraient à peu près 3 mois. Moi, j'imagine si aujourd'hui on devait faire ça. Bon. Il y a 10 ans, à peu près, une dizaine d'années, on a simplifié tout ça. Et on a mis ça dans des machines virtuelles. Une révolution. En termes de flexibilité, de vélocité et d'élasticité. Mais on n'a rien changé à l'infrastructure. On n'a rien changé à l'architecture. C'était toujours les mêmes machines virtuelles. Il y avait toujours une application par machine. Seulement, on a réduit les mètres carrés. Il n'y avait plus 10 mètres carrés, il y avait 1 mètre carré. Mais là, l'archi n'avait pas changé. Alors c'était bien, parce qu'en termes d'évolution, on a juste pris la machine physique, on l'a transformée, on a fait un snapshot, on l'a mis dans une VM, on a mis tout ça, et dans le data center, voilà, ça prenait cette place-là au lieu de prendre une salle. Ça a apporté beaucoup plus, et vous le savez. Mais nous, sur la partie sécurité, on faisait toujours la même chose. On avait la même approche, et les mêmes outils. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, chaque service a été éclaté. À l'époque, moi, j'appelais ça du multithreading. Et on avait une thread qui permettait d'exécuter, en fait, un tout petit bout de code, et il était contenu en mémoire. En fait, ce concept-là, je pense, a fortement évolué, mais c'est un peu la même chose qu'on fait dans des containers. Un container, c'est quoi ? C'est un petit bout de quelque chose, un petit bout de code. Et là, je vais être à la limite de ce que je suis capable de vous apporter, parce que je pense que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, et qui va être ensuite dans des microservices, et on va en manipuler peut-être des fois une centaine, mais on manipule plus du tout la même infrastructure, et plus du tout la même architecture. Pour nous, en sécurité, là, ça a vraiment changé la donne. Alors, ça a changé la donne parce que ça s'est complexifié. On a à peu près évalué, c'est assez simpliste, qu'on a complexifié x10 l'architecture, et à chaque fois qu'on complexifie l'architecture, vous imaginez la capacité qu'il faut avoir pour aller chercher justement ces fameuses vulnérabilités dans le code, vulnérabilités dans l'application qui est en production, vulnérabilités en termes de configuration et en termes de bugs et de patch. x10 à chaque fois, sachant évidemment qu'on a encore des applications qui tournent comme ça. On-prem. Et qui sont évidemment pas dans le cloud. Donc on est dans un monde hybride aujourd'hui. Aucun de nos clients est à 100% ici. Aucun de nos clients est à 100% à gauche également. On est dans ce monde hybride où il faut être capable de pouvoir voir en fait l'ensemble de l'infrastructure et de l'architecture dans tous les angles. Alors revenons sur vos outils. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît bien cette partie-là. C'est bon ? Si quelqu'un veut bien me l'expliquer. La partie CI/CD, alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans. Donc votre cycle de développement n'a plus rien à voir avec le cycle de développement que j'avais moi il y a quelques années. Et puis vous utilisez plein d'outils pour ça. Ça je connais un petit peu mieux. À un moment donné, il faut bien l'exécuter quelque part. D'accord ? Ça peut être on-prem encore, dans la partie virtualisation. Mais c'est de plus en plus aujourd'hui nativement dans le cloud. Et puis, évidemment, il y a des containers qui sont orchestrés par des outils, Kubernetes, je pense qu'il y a d'autres sessions pour ça, et vous allez le voir, et de l'automatisation. Infrastructure as code, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un outil qui, pour vous, développeurs, est une énorme opportunité. Plutôt que d'aller prendre une machine virtuelle, de prendre une image, et ensuite de l'approvisionner, c'est ce qu'elle fait la partie Ops, plutôt que de prendre un container et de faire exactement la même chose en cliquant dans des outils, par exemple comme Kubernetes, que vous n'utilisez peut-être pas d'ailleurs, eh bien on va coder ça. On va coder l'infrastructure dont on a besoin. Je ne vais pas aller cliquer et demander à prendre tel serveur, tel port, tel range d'adresse IP, tel service. Et ça, je vais normalement, si j'utilise par exemple des technologies comme Kubernetes, eh bien, je vais tout simplement manuellement demander les microservices et les containers que je veux pour ensuite les configurer, les paramétrer entre eux. Je vais tout simplement mettre tout ça, entre autres, par exemple, avec des technologies comme Terraform, dans du code, dans du paramétrage. Ça ressemble à ça.
Ici à gauche, dans des fichiers de ce type-là, d'accord, il y a plusieurs formats. Il y en a un qui est YAML, d'accord, que vous connaissez. Je vois des gens qui disent OK. Eh bien, vous allez dire, voilà, je veux une image qui fait ça, je veux tel port qui est ouvert, je veux tel service, etc., etc. Et immédiatement, en fait, sur ce repository de code, de paramétrage, de configuration, eh bien, je vais tout simplement décrire mon infrastructure as code. Et derrière, ça va être poussé ou vers des outils comme Terraform, ou, dans certains cas, vers Kubernetes. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte évidemment la capacité à gérer avec du versionning directement sur l'infrastructure, exactement comme on le fait, par exemple, avec une application que vous développez. Et puis surtout, ça permet, un, d'automatiser, et deux, d'être capable de dire, voilà, si je veux rajouter ou enlever, ben c'est très simple. Je vais reprendre mon fichier, je vais créer une nouvelle version, et je vais paramétrer différemment. Okay. Alors pour nous, ben ça change également. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on revient 2 générations en arrière, lorsqu'on cherche des vulnérabilités, on va faire des scans sur des applications qui sont en production. Eh bien là, on a une opportunité énorme d'essayer de trouver ces vulnérabilités avant qu'elles soient en production. Parce que la plupart des vulnérabilités viennent de l'infrastructure. C'est des ports ouverts. J'appelle ça des portes ouvertes. D'accord ? C'est souvent des problèmes de configuration qui font que quelqu'un va... Parce que les outils que nous, on propose, les hackers les utilisent aussi, d'autres outils, mais ils font la même chose, ils ont la même démarche. Ils essaient de chercher des chemins d'attaque. À nous de montrer ces chemins d'attaque à la partie défense avant qu'ils soient exploités. Et c'est vraiment les termes qu'on utilise, l'exploitation de vulnérabilité. Donc pour nous, en fait, infrastructure as code, pour vous, c'est une opportunité de développement et d'automatisation. Pour nous, experts en sécurité, c'est un game changer. C'est vraiment, on va être capable de pouvoir voir les choses avant qu'elles soient en production. Et ça, c'est énorme, parce qu'on ne pouvait pas le faire auparavant. On n'avait pas d'outils qui nous permettaient auparavant d'aller voir des vulnérabilités potentiellement avant qu'elles soient exposées. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle cette démarche shift left. Et je vais vous expliquer pourquoi. On parle de gauche et de droite. Tout simplement parce qu'on va intégrer la sécurité dans le cycle de développement. Vous avez tous entendu parler de DevSecOps, d'accord ? Ou certains peuvent dire SecDevOps. Alors ça, c'est encore un autre débat. Okay, dans quel ordre on le met? Quelle est la priorité? Mais dans votre cycle DevOps, vous avez un mandat qui est d'aller le plus vite possible. On vous demande en tant que développeur de mettre en place des nouvelles fonctionnalités, mais vous n'avez pas 8 mois comme je l'avais auparavant. D'accord ? Donc il faut être dans ce cycle-là avec les méthodes agiles qui ont été introduites il y a quelques temps déjà. Okay ? Toujours être capable de le faire. Alors jusqu'à présent, nous, experts en sécurité, on faisait un scan de la partie runtime, donc de la partie déjà déployée, et on vous disait, voilà ce qu'on a trouvé, il faut patcher. Ben, hop, on revient en arrière, on va reprendre le code, et ça va ralentir votre cycle de développement. Donc jusqu'à présent, l'approche traditionnelle, celle qu'on fait et qu'on continue à faire, parce qu'elle est nécessaire, elle ralentit le cycle de développement. Parce qu'à chaque fois, on vient vous dire, et les gars de la sécurité vous disent « Ah, au fait, on a vu un bug, là, il y a une vulnérabilité, il faut le changer. » Alors ça arrête votre cycle, vous êtes obligé de prendre ça en compte. Certaines sont très critiques, donc il faut le prendre en compte en plus avec un niveau de priorité fort. On va avoir une nouvelle approche ici. Alors justement, c'est ça. C'est que le problème, c'est qu'en plus, nous, on ne peut plus suivre. Parce que les experts en sécurité, on développe tellement vite que le code va être mis en production DevOps direct, d'accord ? Ce qui fait que le temps qu'on cherche, eh bien, la release est déjà là. Et donc, on a 3 problèmes, que je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a pris un peu de retard. C'est que, eh bien, elles sont découvertes assez tardivement, ça bloque votre cycle. Mais au-delà de ça, en plus, elles sont remplacées par le cycle d'après qui arrive juste derrière. Donc, on vous donne le patch, on vous dit il faut le patcher, mais entre-temps, il y a déjà eu 2, 3, 4, 5 cycles. Donc vous voyez un peu, c'est un peu une course contre la montre permanente, et finalement on est tous perdants. Parce que nous on découvre des choses dans le runtime, vous ça vous ralentit, et en fait on a ce cycle infernal. Et aujourd'hui le DevSecOps, c'est 2 équipes qui se disent c'est infernal quoi. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la partie sécurité et la partie développeur ont du mal, parce que quelque part
Nous, jusqu'à présent, on regardait juste vos applications lorsqu'elles ont déjà été mises en production. Et c'est ce changement-là. Donc quand on fait du shift left, en fait, c'est tout simplement qu'à droite, on considère que c'est ce qu'on appelle les applications en production, et à gauche, en développement. Donc nous, on regardait jusqu'à présent que à droite, et on va regarder maintenant à gauche, c'est-à-dire sur la partie du développement. Et on va le faire grâce à l'infrastructure as code. Je voudrais juste vous montrer juste l'impact, que vous compreniez derrière. Quand il y a une ligne de code qui est vulnérable dans une librairie, exemple Log4j, Log4Shell, eh bien l'impact, il est sur toutes les applications qui l'utilisent. D'accord ? Donc on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment un impact, c'est vraiment l'effet papillon. D'accord ? Nous, derrière, il faut scanner toutes ces applications-là, parce que derrière, il y a eu, par exemple, un fichier de configuration dans l'infrastructure as code qui a mal été positionné. Dans le serveur de développement, vous avez accès en SSH, vous avez besoin d'un accès SSH à ce moment-là, ben vous l'avez configuré et vous l'avez laissé. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça veut dire que toutes ces applications-là, bien sur Internet, elles se retrouvent dans le cloud avec un accès SSH. C'est juste un exemple. Donc ce qu'on va faire, eh bien, nous, Tenable, comme on vient du monde de droite, du scan de vulnérabilité d'applications en production, eh bien, on a maintenant une solution qui permet de s'intégrer directement dans l'infrastructure as code et qui permet tout simplement d'être intégré à vos outils de développement et d'aller vous remonter s'il y a des violations de politique de sécurité. Donc cette solution s'appelle Tenable CS, elle est dans un grand domaine qui s'appelle le CSPM, Cloud Security Posture Management. Comme Vulnerability Management, maintenant on a la notion de posture en termes de sécurité. Et on est vraiment natif dans ces outils-là parce que ça nous permet directement d'intégrer à vos outils de développement et de remonter par rapport à des frameworks de sécurité que vous n'avez pas besoin de maîtriser, des erreurs, des éléments qui vont être évidemment porteurs de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on va essayer d'aller un peu plus vite. On a évidemment dans l'outil tout un certain nombre de politiques, d'accord ? Ben oui, on n'a pas le droit de mettre un port SSH a priori ouvert, c'est un exemple. Tiens, ce type d'accès, c'est porteur également de problèmes, parce que si on laisse ce type d'accès-là, alors, etc. Donc on a tout un framework qui nous permet d'avoir des politiques de sécurité qui vont donc remonter dans l'outil des alertes, et ces alertes-là vont être consommées par, dans un angle sécurité, bien les personnes qui gèrent les vulnérabilités au sens large du terme, et pour vous, bien remonter cette information le plus tôt possible. Il y a également une notion de gouvernance, parce que lorsqu'on fait de la sécurité, on ne le fait pas de manière empirique. Eh bien, certaines organisations, par exemple les banques, les assurances, sont assujetties à des réglementations qui elles-mêmes derrière imposent des notions de sécurité. On a intégré tout ça dans l'outil de telle sorte qu'on dise attention, si vous devez être assujetti à telle ou telle réglementation, bien, si vous mettez ce type de code-là, ça ne va pas être conforme avec telle ou telle réglementation. Dernier point, on scanne des deux côtés. On scanne la partie code, évidemment, en s'intégrant directement avec les outils d'infrastructure as code, mais également la partie runtime, parce que ça, on sait le faire. Et on est capable de dire, tiens, il y a un décalage. Parce que même si le code, par exemple, il peut y avoir un décalage dans les deux sens. Votre code dans l'infrastructure as code est propre, et quelqu'un est rentré côté cloud et a modifié un certain nombre de choses, et là, il y a un décalage, donc droite et gauche. Je vais vous montrer ça juste après. Et enfin, eh bien, on a également intégré une partie de rémédiation, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir, au moins sur la partie code, vous aider à modifier ce qu'il faut, comme un débugger. Tiens, ça, c'est pas bon, hop, c'est rouge, ça, il faut le modifier. Et l'outil permet de le faire. C'est pas juste un outil d'alerting, c'est un outil également opérationnel qui vous permet à vous, développeurs, d'avoir votre intérêt dans l'utilisation de cet outil, c'est de remonter qu'est-ce qu'il faut réellement modifier. Concrètement, comment ça se passe en termes d'architecture, enfin logique, hein. Donc on a, et je vais tout dérouler, on a la partie gauche, sur les outils que vous utilisez, donc la partie IAC va s'intégrer directement, l'ensemble des repositories, donc tout ce qui est SCM, et les outils de build et de CICD. Donc on a une partie policy as code, donc, qui va donc être appliquée, et qui va remonter un certain nombre d'alertes. À droite, on va faire un scan sur la partie run, et on va détecter ce qu'on appelle des drifts, des gaps.
Okay. Ensuite, on va proposer des rémédiations qui peuvent être directement intégrées à l'ensemble des repositories que vous utilisez déjà. D'accord ? Gauche et droite. D'où cette notion de shifting left en anglais, que je n'ai volontairement pas trop traduit parce que c'est une terminologie qui est de plus en plus utilisée. D'accord ? Donc, à droite, la partie runtime, à gauche, la partie code. Voilà. L'offre Tenable CS est plus large que ça. Ce que je viens de vous présenter, c'est juste cette partie-là. On a historiquement également dans nos solutions déjà la capacité de faire des scans de containers, etc. Donc on a tout intégré de telle sorte qu'on ait une approche cohérente et unique sur ce sujet de la sécurité globalement du cloud. Et l'offre en fait s'appelle Tenable CS, Cloud Sécurité, et permet à la fois de faire de la surveillance au niveau du build, du run, et évidemment, la cerise sur le gâteau, j'aurais dû même mettre ça, cerise sur le gâteau, et pas sauce secrète. C'est une mauvaise traduction. Qui est le fait de pouvoir aussi porter et apporter des solutions de rémédiation. Voilà. Enfin, comme je vous le disais, souvent, ces équipes, vos équipes, vous-même, vous êtes sur la partie gauche, vous discutez beaucoup sur la partie avec les équipes opérationnelles, c'est la partie DevOps. Et puis, vous voyez au loin des gens de la sécurité qui vous disent de temps en temps ça, il faut patcher. Eh bien, cette solution permet de rassembler, en fait, permet de communiquer. Ce n'est pas juste un outil, ça permet également d'avoir une communication, un outil partagé entre les équipes de sécurité à droite et vous, développeurs, à gauche, de telle sorte que, de manière native et intégrée, eh bien, ces équipes puissent travailler ensemble. Voilà, j'en aurais fini. DevSecOps, SecDevOps, peu importe. Vous connaissez très très bien cette partie DevOps. L'idée, c'est vraiment de manière native dans ces outils que vous utilisez pour développer des applications natives cloud, intégrer directement de la sécurité. Merci beaucoup.